Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve ici pour la correction des exercices de la fois dernière et je vais également parler un petit peu des probabilités totales avant, enfin, puisque c'est la matière qui a juste avant la formule de Bayes. Donc ici cette vidéo-ci j'ai dû la retourner, donc je suis désolé que vous ne l'ayez pas eu à disposition hier, j'ai dû la retourner parce que à chaque fois que j'essaie de l'upload sur YouTube, il y a un problème, il me dit un problème au niveau du format du fichier, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être j'ai eu un problème au moment où je l'ai tourné. Donc voilà. Alors, juste une seconde, parce que je vois que j'ai un petit souci au niveau de la webcam. Voilà, ok. Comme ceci, ça devrait aller mieux. Voilà, ok. Donc, voilà, je dois retourner cette vidéo que j'avais tournée avant, et donc je suis désolé que vous ne l'ayez pas eu à disposition hier matin. Je l'avais tourné donc mercredi, fin d'après-midi soir, mais bref, voilà, allons-y directement avec la matière. Donc, correction des exercices de la fois dernière. Donc ici, je les ai affichés sur YouTube déjà. Apparemment, j'ai de nouveau eu un bug. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais le fichier PowerPoint a disparu. Donc, on a quand même les énoncés des exercices qui sont là. Donc, je vais ouvrir là ce fichier, un nouveau fichier PowerPoint. Donc, tadam, tadam, où on va effectuer donc les corrections. Bien, voilà. Alors, ensuite, voilà, tac, on dégage tout ceci. Et voilà. Bien. Alors, premier exercice. Donc, je vais relire l'énoncé avec vous. Donc, soit une pièce pipée qui a une proba de 2 sur 3 d'obtenir face. On jette 3 fois la pièce et on note les résultats possibles. Quelle est la proba de chacun des résultats? Si la pièce est normale, que deviennent ces résultats? Donc, on sait déjà qu'on a une pièce qui a une proba de 2 sur tiers d'obtenir face. Quand vous rencontrez des exercices comme ça, la première chose à faire, c'est vraiment d'écrire vos informations. Donc, vous notez la probabilité d'obtenir face égale 2 tiers. Voilà. À côté, vous écrivez que la probabilité d'obtenir pile égale 1 tiers. Voilà. Vous voyez, tout simplement, on ne se prend pas la tête, on écrit toutes les données qu'on a. Ça peut paraître bête, franchement, hein, de dire écrivez toutes les données, mais quand vous avez toutes vos données qui sont écrites, au final, après, vous avez quasiment plus qu'à rentrer les données dans la formule. C'est ce qui se passe avec les probas totales, avec la formule de Bayes. Donc, écrivez énormément les informations qu'on vous donne dans les énoncés. N'oubliez pas qu'en maths, c'est toujours ça le plus dur, c'est de traduire un énoncé qui est en français en maths. Donc, si vous arrivez à écrire tout ce qu'on vous donne comme information au fur et à mesure, bah, ça vous aidera pour la résolution de l'exercice. Bien. Alors, voilà, on jette 3 fois la pièce et on note les résultats possibles. Bah, puisqu'on nous dit qu'on note les résultats possibles, notons-les. Donc on jette 3 fois la pièce. Je peux obtenir pile, pile, pile. Ok, puis pile, face, face. Enfin non, je vais peut-être faire pile, pile, face. Voilà, puis pile, face, pile. Pile, face, face. Face, pile, pile. Face, pile, face. Face, qu'est-ce qu'il me reste? Face, pile et face, face, face. Voilà. Bien, donc là j'ai écrit mes 8 possibilités et on me demande de l'énoncer quelle est la proba de chacun des résultats. Bon bah du coup on va réfléchir. Et souvent quand vous avez des questions comme ça, essayez aussi de traduire un peu ce que ça veut dire en français. Donc en même temps vous devez traduire un énoncé qui est en français en langage maths et en même temps vous pouvez traduire aussi des trucs mathématiques en langage français pour vous aider. On a vu la fois dernière que le et c'était l'intersection et qu'on pouvait traduire ça par un fois. Donc on multiplie les probabilités quand on dit un et en français. À l'inverse, un ou, c'est une union. Donc là, on additionne les probabilités. Donc ici, comment est-ce que je peux traduire ça? Et ça veut dire que j'obtiens pile au premier lancer, pile au deuxième lancer et pile au troisième lancer. Et vous voyez, j'ai dit un et. J'obtiens pile au premier lancer, pile au deuxième lancer et pile au troisième lancer. À la limite, même si c'est pas du bon français, je peux recommencer en disant j'obtiens pile au premier lancer, et pile au deuxième lancer, et pile au troisième lancer. Donc il y a des et entre ceci. Ce qui veut dire que je vais simplement devoir multiplier mes probabilités, qui sont indépendantes. Je vous ai dit, c'est important que
les événements sont indépendants pour qu'on puisse multiplier simplement les probabilités quand on a une intersection. Mais ici, le résultat que j'obtiens au premier lancer est complètement indépendant du résultat au deuxième lancer. C'est parfois un concept un peu difficile à comprendre, mais en proba, ce qui s'est passé dans le passé, justement, n'a aucune importance. Donc, il peut très bien avoir plu pendant 7 jours de suite. Il est toujours aussi possible qu'il pleuve le 8e jour, comme il peut très bien s'arrêter de pleuvoir le 8e jour. Si j'ai eu vraiment la poisse, c'est que j'ai joué 10 fois à pile ou face, je suis tombé 10 fois de suite sur face. Mais quand je relance une 11e fois, ça peut encore tomber autant sur face que sur pile. Il n'y a rien qu'à changer. Ce qui veut dire que pour le premier, donc je vais mettre la probabilité de pile pile pile, c'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité d'obtenir pile fois la probabilité d'obtenir pile fois la probabilité d'obtenir pile. Donc c'est la probabilité d'obtenir pile au premier lancer fois pile au deuxième lancer, ce qui ne change pas, comme je vous disais, fois pile au troisième lancer. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir pile c'est 1 sur 3, donc c'est 1 sur 3 fois 1 sur 3 fois 1 sur 3, c'est-à-dire 1 sur 27. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne. À savoir que, du coup, les autres, c'est un peu pareil. Hein. Donc là, je vais en faire peut-être 2 autres avec vous, hein, mais voilà. Pile pile face, c'est égal à la proba d'obtenir pile, fois la probabilité d'obtenir face, fois la probabilité d'obtenir face. Voilà, donc c'est égal à 1 sur 3, fois 2 sur 3, fois 2 sur 3. Et donc ça, c'est égal du coup à donc 1 sur 3 fois 2 sur 3 fois 2 sur 3 fait 4, donc 4 sur 27. Et ainsi de suite. D'ailleurs, comme ici on a obtenu ce résultat-ci avec pile pile face, comme il y a deux piles dedans, ça va être la même valeur que face pile pile, parce que le fait d'avoir eu les piles après ne change rien aux probabilités. Et ça va juste devenir 2 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers. Donc par exemple, ici je peux dire que c'est également égal à la proba de faire face pile pile. Et c'est aussi égal à la proba de faire face pile face. Et c'est aussi égal à la proba de faire, qu'est-ce qui me reste? Pile face pile, je crois. Non, du coup pas face pile face, désolé, là je me suis trompé. Donc on a pile pile face pile pile et pile face pile. Donc c'est pas celui-ci. Voilà. Voilà. Et vous faites pareil pour les autres. Donc quand il y aura deux faces, ce sera 2 tiers fois 2 tiers fois... pardon. Et mais du coup j'ai fait n'importe quoi en fait. J'ai fait pile face face ici en fait. Bon, voilà, désolé, c'est pile pile face, donc c'est 1 tiers fois 1 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire 2 27e. Voilà. Et quand vous avez deux faces dedans, là par contre, ça donnera 1 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire que ça donnera 4 27e, comme je l'obtenais. Et quand vous allez avoir trois faces, ça va être 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire 8 27e. Et si vous additionnez toutes ces probas, vous allez évidemment retomber sur 27 27e, c'est-à-dire sur 1, puisque quand on additionne toutes les probas, on doit retomber sur 1. Donc ça, je vous laisse faire les autres, évidemment, c'est pas très compliqué. Maintenant, la deuxième, la sous-question. Si la pièce est normale, que deviennent ces résultats? Ça veut dire que tout simplement, vous devez recommencer, mais avec une pièce normale, c'est-à-dire une pièce qui a un demi et un demi. Donc là, maintenant, on a la probabilité d'obtenir face qui est égale à 1 demi, et la probabilité d'obtenir pile qui est égale également à 1 demi. Les différentes possibilités, c'est les mêmes, hein, ça ne change pas. Sauf que du coup, cette fois-ci, la probabilité d'obtenir pile pile pile, c'est égal à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Et donc ça, c'est égal à forcément 1 huitième. Et forcément, comme les probas sont de 1 demi, chaque possibilité va avoir la même proba. Puisque la probabilité d'obtenir pile pile pile, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. La probabilité d'obtenir pile pile face, ça fera 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Donc, on va avoir 1 huitième pour chaque. Donc, c'est la probabilité également de pile pile face égale la probabilité de pile face pile égale, etc. Évidemment, toutes les autres probabilités sont égales à 1 huitième. Donc voilà cet exercice-ci. Donc, comme je vous l'avais dit, ça c'était un exercice assez simple. Donc il fallait juste se dire
Et donc quand je lance plusieurs fois ma pièce, comment je fais pour avoir différentes probabilités? Voilà. À savoir que quand on a ici le deuxième cas, quand on a un demi et un demi, eh bien, c'est comme si on comptait en fait le nombre de cas. C'est-à-dire que pile pile pile, c'est un cas sur les 8 possibles, et donc ça donne un huitième. Par contre, on ne peut pas le faire ici parce que justement les probas ne sont pas égales. Donc c'est-à-dire que la proba d'obtenir face 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 est différente de celle d'obtenir pile pile pile. Donc c'est ce dont je vous avais parlé avec l'équiprobabilité. Quand les événements sont équiprobables, ce qui est le cas quand la pièce est normale, et bien là on peut juste compter le cas sur le nombre de cas possibles, donc nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, tandis que ici on ne peut pas juste faire ça parce que les cas ne sont pas équiprobables. Vu qu'il y a plus de chances de tomber sur face, mais il y a forcément plus de chances de tenir face 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 que pile pile pile. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris cet exercice-ci. Donc ça c'est un niveau d'exercice que j'attends que vous soyez capable de faire évidemment à l'examen. Voilà, hein, ça c'est un exercice que j'estime que vous devez être capable. Contrairement au... le deuxième est un petit peu plus compliqué, mais ça va encore. Et par contre, le dernier ici, je vous l'avais dit, il est vachement compliqué, donc lui, vous n'êtes pas obligé de savoir le faire. J'aime bien donner des exercices plus compliqués. C'est un exercice de niveau de Régent d'Amat. Enfin, des étudiants qui font Régent d'Amat. Donc si vous savez pas faire cet exercice-ci, c'est pas grave. Le but c'est aussi de vous donner des exercices plus compliqués pour que vous puissiez réfléchir, pour vous essayer vraiment de au maximum vous dire comment ça fonctionne. Et après moi évidemment, j'aime bien aussi donner des exercices plus compliqués pour pouvoir après, si vous avez eu l'occasion de réfléchir sur ce genre d'exercice, vous dire ben, les autres sont faciles, donc vous les maîtrisez mieux. Bon, voilà, c'est un peu comme si je vous disais ben, j'attends de vous d'avoir 10 sur 20, ben, je vous donne des niveaux pour avoir 15 sur 20, et donc forcément si vous essayez d'avoir 15 sur 20, vous avez plus de chances de réussir et d'avoir 10 sur 20. Alors, et celui-ci, vous êtes censé être capable de le faire aussi, voilà. Mais allons-y dans l'ordre, dans un jeu de 52 cartes, on en extrait 13, quels sont les probas ici? Déjà, première chose, vous avez l'énoncé. On prend un jeu de 52 cartes, et on en extrait 13. Donc, si je prends un jeu de 52 cartes et que j'en extrais 13, est-ce que ça vous dit pas quelque chose, ça? Et vous devez vous dire, ok, donc je vais renoter qu'une proba, c'est nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Voilà. Hop, 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 voilà. Donc ça, ici maintenant, c'est ce qu'on va utiliser dans cet exercice. Pourquoi vous allez me dire? Mais parce que tous les cas sont équiprobables. Quand vous piochez des cartes dans un jeu, je veux dire, vous avez autant de chances de piocher n'importe quelle carte. Il n'y a pas une carte qui est particulière, vous avez plus de chances de piocher. Donc comme tous les cas sont équiprobables, vous pouvez utiliser cette formule-ci. Si vous vous demandez, mais monsieur, quand est-ce que je dois savoir si c'est équiprobable ou pas? Ben, je veux dire, dans cet exercice-ci, c'était évident. Si vous voyez que les probas d'obtenir deux choses différentes deux choses sont différentes, ben forcément, c'est pas équiprobable. Par contre, ici, vous devez dire, ben, quand je pioche une carte, rien qu'une, hein, parce que je sais bien qu'on en piocher 5, mais rien qu'avec une, vous pouvez avoir la réponse. Si je pioche une carte, est-ce que j'ai plus de chances d'avoir un As qu'un 2? Non. Pourquoi j'aurais plus de chances d'avoir un As qu'un 2? Donc, c'est équiprobable, donc on peut utiliser ceci. Ici, on vous dit que on en extrait 13 sur 52 et je demande la proba d'obtenir 13 cœurs. Donc ici, il faut se poser la question, du coup, dans mon exercice, qu'est-ce qui est favorable et qu'est-ce qui est possible? Donc, ici, les cas possibles, mais c'est quoi? Ben, c'est j'extrais 5 cartes sur un jeu de 52. C'est ça qu'on fait. Le nombre de cas possibles, ça représente justement ce qu'on fait. Donc, dans l'événement, dans l'expérience aléatoire, qu'est-ce que je fais? Dans l'expérience aléatoire, j'extrais 13 cartes. Non, 13 cartes. Pourquoi ça? J'extrais 13 cartes. Donc, c'est ce que je fais. Donc, c'est ça qui représente les cas possibles. Les cas possibles, je vais avoir combien de possibilités de 13 cartes si j'en prends 13 parmi 52? Et bien, ça, justement, on l'a vu. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans l'analyse combinatoire. C'est pour ça qu'on fait de l'analyse combinatoire avant, parce que c'est utile pour les probas. Donc, j'ai un jeu de 52, j'en prends 13.
Si vous vous souvenez, ça correspond donc à une combinaison. Ça correspond à une combinaison, donc je prends 13 parmi 52, peu importe l'ordre. C'est-à-dire que si j'ai pris un as de cœur, si j'ai un as de cœur dans mes 13 cartes, que je l'ai pris en premier ou en 13e, il va finalement être dans mes 13 cartes, donc l'ordre n'a pas d'importance. Si l'ordre n'a pas d'importance, ça ne peut pas être un arrangement, c'est donc forcément une combinaison. Ce qui veut dire que ça me donne quoi? Ça me donne 52 factoriel divisé par 13 factoriel fois 39 factoriel. Voilà. Donc c'est-à-dire c'est n factoriel, le n c'est 52, puisque j'ai 52 cartes, divisé par k factoriel, le k c'est 13, et n-k factoriel, donc n-k, 52 moins 13, ça fait 39. Voilà. Donc le nombre de cas possibles, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que vous voyez qu'on prend toujours 13 cartes parmi les 52. Donc ça veut dire que le nombre de cas possibles, ce sera toujours le même pour tous les exercices. Voilà. C'est le même pour tous les exos. Et c'est ça qui est intéressant. Tous les exos et pas les exos. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, vous le calculez une fois et c'est bon. Et donc ce sera toujours notre dénominateur ici, 52 factoriel sur 13 factoriel fois 39 factoriel. Donc ce qui veut dire que pour chacun des exercices, il ne nous reste plus qu'à calculer le nombre de cas favorables. Et donc il faut compter le nombre de cas favorables. Donc parmi toutes les possibilités d'avoir 13 cas, déjà, ça veut dire quoi toutes les possibilités d'avoir 13 cartes? Par exemple, vous pouvez le faire, le test chez vous, hein, vous prenez un jeu de cartes, vous prenez 13 cartes, au hasard, et vous avez une possibilité. Vous les remettez, vous en reprenez 13, vous avez une deuxième possibilité, etc. Évidemment, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que si vous calculez ça, ça va faire combien? Donc 52 factoriel, divisé par 39 factoriel, divisé par 13 factoriel, ça fait un truc x 10 moins 11, x 10 exposant 11. Donc vous voyez, c'est assez énorme, hein. Donc il y a évidemment un très 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 grand nombre de possibilités. Et donc ici, maintenant, quelle est la proba d'avoir 13 cœurs? Et vous devez vous dire combien j'ai de possibilités, quand je pioche 13 cartes, d'avoir 13 cœurs. La réponse ici est évidemment simple. Je dis pas que l'exercice est simple, juste que quand je vous pose les questions, c'est tout de suite plus facile. Donc, si on se pose bien la question, c'est simple évidemment. Combien il y a de possibilités quand je prends 13 cartes d'avoir 13 cœurs? Il y a une seule possibilité. Il faut que j'ai pris d'abord un cœur, puis 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 un cœur, 13 fois pour avoir justement ces 13 cœurs. Alors vous allez me dire, oui monsieur, mais c'est pas vrai, parce que vous pouvez avoir pris d'abord l'as de cœur, puis le 2 de cœur, tandis que vous pouvez aussi prendre le 2 de cœur, puis l'as de cœur, etc. Oui, ça je suis tout à fait d'accord, mais comme on a fait une combinaison ici dans les cas possibles, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte de l'ordre dans les cas possibles, vous ne devez pas non plus tenir compte de l'ordre dans les cas favorables. Peu importe si je prends l'as de cœur d'abord ou le 2 de cœur d'abord, le truc, c'est qu'on doit avoir les 13 cœurs à la fin, donc il y a une seule possibilité où on a les 13 cœurs. Donc, la solution, c'est du coup nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles, donc c'est 1 divisé par ce machin-là. Alors ce machin-là, vous allez me dire, oui, mais ça fait combien? Vous avez dit que ça faisait 10 et souvent 11, ouais, mais je ne vais pas noter la valeur, voilà, 1 divisé par ça. Je ne vais pas noter la valeur que ça fait, hein. Je vous dis, ça fait un truc 10 exposant 11. Quand vous me donnez une réponse pour un truc comme ça, vous pouvez le laisser noter comme ça, je ne vous demande pas forcément un nombre. Vous pouvez calculer ça fait combien pour avoir une idée, pour que ce soit un peu plus concret pour vous. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est difficile de se représenter. 1 sur 6, 10 exposant 11, ça fait vraiment pas beaucoup, quoi. Ouais. Bien, donc, voilà. Le deuxième maintenant. Le deuxième, c'est obtenir 13 cartes de même couleur. Et là, vous regardez, quelles sont les différentes possibilités? Tu peux avoir 13 cœurs, comme on avait ici. Tu peux avoir aussi 13 carreaux, 13 trèfles et 13 piques. Et c'est tout. Donc j'ai déjà compté le nombre de possibilités. Donc 4 cas favorables. Et donc la solution, c'est évidemment, voilà, tac, tac, c'est évidemment la même que le précédent, avec juste un 4 au numérateur. Vous voyez, une fois qu'on a compris, c'est simple. Et encore une fois, je dis bien une fois qu'on a compris, je ne dis pas que l'exercice était simple de base,
Mais vous voyez, une fois qu'on se pose et on se dit ben, qu'est-ce que je dois faire, etc., et qu'on se pose les bonnes questions, il y a moyen d'arriver à le résoudre. Donc si vous avez réussi à résoudre cet exercice-ci, c'est déjà très bien. Le 4, si vous l'avez fait, ben, je n'ai plus qu'à m'incliner, je n'ai plus rien à vous apprendre en proba. Je plaisante. Voilà, donc le troisième, voilà, avoir au moins un as. Alors là, c'est très intéressant comme exercice parce que ça permet justement d'introduire un nouveau concept dans les probabilités. Donc le fait d'avoir au moins un as. Si je réfléchis, dans mes 13 cartes, donc sachant qu'il y a 4 as dans le jeu, hein, bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Ça veut dire qu'il y a toutes les possibilités avec un as, plus les possibilités avec 2 as, plus avec 3 as, plus avec 4 as. Et déjà, rien que pour celle-là, ça fait un paquet de possibilités. Pourquoi ça fait un paquet de possibilités? Ben, par exemple, avec 3 as, ça veut dire que vous avez par exemple l'as de cœur, l'as de carreau ou l'as de trèfle, et les 10 autres cartes, elles peuvent être n'importe quoi. Vous avez quand même 3 as dans vos cartes. Si vous prenez la possibilité avec 4 as, vous avez les 4 as et les 9 autres cartes, elles peuvent être n'importe quoi. Et donc toutes ces 9 autres cartes qui peuvent être n'importe quoi, ça fait énormément de possibilités. Donc c'est-à-dire que si on doit calculer tout ça, ça va être long de calculer toutes les possibilités avec un as, plus celle avec 2, plus celle avec 3, plus celle avec 4. Et c'est pour ça qu'on introduit ce nouveau concept ici de enfin, c'est pas spécialement nouveau, mais ici, c'est la première fois que je vous l'explique. C'est que vous savez que le total des probas est toujours égal à 1. D'accord? Donc, toutes les possibilités avec un as, toutes les possibilités avec 2 as, toutes les possibilités avec 3 as, toutes les possibilités avec 4 as. Donc, ici, je n'ai pas compté les possibilités avec 0 as. J'ai pris celle avec un as, 2, 3 et 4. D'accord? Mais si je prends les possibilités avec 0 as, plus avec 1, plus avec 2, plus avec 3, plus avec 4, ben j'ai toutes les possibilités. Puisque quand je vais avoir mes 13 cartes, soit je vais avoir 0 as, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Je ne peux pas avoir autre chose. Il n'y a que 4 as dans le jeu, donc je ne peux pas en avoir 5. Et il y en a au maximum 0. Je veux dire, je ne peux pas en avoir moins 1. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que si je prends le 0 as, on a toutes les possibilités. Donc ça veut dire que si j'ai les possibilités d'avoir 0 as plus les possibilités d'avoir un as, plus les possibilités d'avoir 2 as, plus les possibilités d'avoir 3 as, plus les possibilités d'avoir 4 as, mais ça me fait le total des probas, et donc ça fait 1. Ce qui veut dire que vu que là je cherche quoi? Je cherche toutes les possibilités d'avoir 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc plutôt que de compter tout cela, mais je vais faire passer le P de 0 as de l'autre côté. Donc je vais avoir le P de un as. Je vais juste faire de nouveau un copier-coller. Voilà, ça va aller plus vite. Voilà. Et c'est égal à 1 moins le P de 0 as que je fais passer de l'autre côté. Et vous voyez que donc mon exercice, ça revient à calculer le 1 moins P de 0 as. C'est ce qu'on appelle le complémentaire en proba. C'est-à-dire que vous avez un événement et vous avez son complémentaire, c'est-à-dire celui qui va faire que au total, on va retrouver 1 de proba. Exemple simple, si je vous dis la proba qu'il pleuve demain, le complémentaire c'est quoi? C'est la probabilité qu'il ne pleuve pas. Donc forcément, la somme des deux, ça va faire 1. Puisque soit il va pleuvoir demain, soit il va pas pleuvoir. Quand je jette un dé, si je cherche la probabilité d'avoir un nombre pair, ben le complémentaire, c'est la probabilité d'avoir un nombre impair. D'accord? Et donc à chaque fois, le complémentaire, il vaut 1 moins la probabilité de l'autre. Ce qui fait que quand on écrit ceci, pourquoi c'est intéressant? Parce que plutôt que de devoir calculer celle-ci, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, et de commencer à se prendre la tête avec des calculs compliqués, on peut juste calculer 1 moins la probabilité d'avoir 0 as. Et donc il suffit maintenant de réfléchir à la probabilité d'avoir 0 as. Donc la probabilité d'avoir 0 as, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas, au final, prendre d'as du tout parmi les 13 cartes. Donc ça veut dire qu'il reste quand même pas mal de possibilités. Hein. C'est pas non plus
hyper simple. Ça veut dire que voilà, vous devez réfléchir quand même un petit peu, hein, c'est pas forcément aussi évident que le 1 et le 2. Mais la probabilité de n'avoir aucun as, ça veut dire que vous devez avoir n'importe quelle autre carte, sauf ces 4-là parmi les 52. Donc ça veut dire au final que, au lieu de choisir des cartes parmi 52, on ne peut choisir de cartes que parmi 52, sauf les as. Or, comme il y a 4 as, il reste 48 autres cartes. Donc ça veut dire que pour ne pas prendre d'as, je dois prendre mes 13 cartes seulement parmi les 48 cartes restantes. Donc ça veut dire que c'est la proba de choisir, je sais pas si je peux dire c'est la proba là ici, de choisir 13 cartes parmi 48 seulement. D'accord? C'est plutôt le nombre de possibilités. Bon, je vais laisser comme ça, mais j'essaie juste de vous faire... on va dire que mathématiquement, c'est pas très correct ce que je dis. Dites-vous juste que c'est pour vous faire comprendre le truc. Donc, au lieu de choisir parmi 52 cartes, je choisis parmi 48 cartes seulement. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre les 4 as, donc je peux prendre toutes les autres cartes. Et ça, de nouveau, sélectionner 13 cartes parmi 48, on sait ce que ça vaut. Ça vaut ceci. Voilà, hop, hop, voilà. Sauf que, au lieu d'avoir 52 ici, ben forcément on n'a plus que 48. Hein. On sélectionne 13 cartes parmi 48, et donc du coup forcément 48 moins 13, ça fait 35 factoriel. Et donc c'est sélectionner 13 cartes parmi 48. Ce qui fait que la solution, voilà, hop, bon je vais le mettre sur un autre slide ici derrière, voilà. Ok. Donc la solution, c'est donc égal à... ouais, bon, j'ai du mal, désolé. Voilà, hop, tac, tac, tac. La solution, c'est donc non pas 1 cette fois-ci, mais bien la fraction que je viens de diminuer, c'est-à-dire 48 factoriel divisé par 13 factoriel, 35 factoriel. Voilà. Et donc, ça donne ça comme réponse finale. Voilà. Donc, vous allez me dire, waouh, c'est compliqué. Et je suis d'accord que c'est un petit peu plus compliqué. C'est juste que vous devez vraiment vous dire ça. Vous dire, ici, on avait le nombre de cas possibles. C'est je prends 13 cartes parmi 52. Ça, c'est classique, voilà. C'est une combinaison simple. Ici, je veux obtenir tout ce qu'il y a sans as. D'accord? Donc la probabilité de ne pas avoir d'as, c'est que je prends mes 13 cartes, non pas parmi les 52, mais seulement parmi les 48 qui me permettent de ne pas avoir d'as. Donc, je dois absolument piocher 13 cartes parmi 48 au lieu de 52. Et donc, je modifie ma formule en fonction. À savoir que n'oubliez pas qu'on avait vu que c'était 1 moins P0as. Donc, la solution, ce n'est évidemment pas ceci, mais c'est 1 moins ceci. Voilà. Et donc, ça, c'est la solution du troisième point. Bien. Donc, maintenant, le suivant. On jette 6 dés normaux. Quelle est la proba d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6? Donc, la proba d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, c'est de nouveau un exercice pareil. Donc, je vais reprendre ici. Donc, c'est-à-dire qu'on va de nouveau faire les cas favorables sur les cas possibles. Donc, je jette ici 6 dés normaux. Donc, quel est le nombre de possibilités que je peux obtenir ici? Donc là, il faut se dire, quand je jette 6 dés, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Vous avez tout plein de possibilités. Vous pouvez obtenir 1, 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 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, etc. Donc on peut obtenir 1, 1, 1, 1, 1, 1, voilà, etc. Évidemment, je peux obtenir 4, 6, non, je vais les mettre dans l'ordre à chaque fois. 1, 2, 4, 4, 5, 6, par exemple, et voilà, vous avez plein de possibilités que vous pouvez obtenir. Donc là, déjà, il va falloir compter ce nombre de possibilités. Donc ça, c'est le nombre de cas possibles, hein, puisque là, je réfléchis simplement à toutes les possibilités quand je lance 6 dés. Donc, je lance 6 dés, c'est-à-dire que je vais avoir
6 valeurs, ok? Et donc, ça veut dire que je prends en fait, je prends quoi? Je prends un nombre, d'accord? Et je le prends 6 fois. Donc, c'est-à-dire que comme j'ai 6 valeurs parmi combien de possibilités? Parmi 6 possibilités, puisque les différentes possibilités c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait que mon n c'est 6, voilà. Ensuite, mon k, c'est que j'en prends 6 également, d'accord? Et maintenant, est-ce que l'ordre ici a de l'importance? Ben non, au final, si je fais un 1 d'abord ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui fait que au final, je vais obtenir ici, comme possibilité, ben, je vais avoir un arrangement, d'accord? Et donc, je vais avoir un arrangement qui est un arrangement avec répétition, d'accord? Ce qui fait que l'arrangement avec répétition, donc avec répétition, parce que ben, vous voyez ici, on peut avoir plusieurs fois le 1. Ce qui veut dire que ça me donne, ben, si vous allez voir dans votre formule, c'est n exposant k, donc c'est 6 exposant 6. Voilà. Donc au final, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on a vu avec avec l'analyse combinatoire qui me donne ceci. Donc ça, c'est, comme je le disais, le nombre de cas possibles. Voilà. Maintenant, le nombre de cas favorables. Le nombre de cas favorables, c'est obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais au final, c'est toutes les permutations de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui, parce que si j'ai obtenu 6, 5, 4, 3, 2, 1 dans les dés, si je les remets dans l'ordre, je vais obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'obtiens 4, 3, 1, 2, 5, 6, c'est pareil. Et donc, vous voyez que là, on a toutes les permutations de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un cas. Et on a toutes les permutations de ça. Or, toutes les permutations de 6 nombres, donc permutation de 6 éléments, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, les permutations, c'est 6 factoriel. Et ça, c'est mon nombre de cas favorables. Ce qui fait que la solution, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est-à-dire que ça nous donne donc 6 factoriel divisé par 6 exposant 6. Voilà. Donc vous voyez, toujours réfléchir à mes éléments d'analyse combinatoire, et ça me donne juste des probas. C'est juste qu'il faut compter 2 fois cette fois-ci. En analyse combinatoire, je vous demandais juste de compter un truc. Ici, je vous demande de compter à la fois le nombre de cas possibles et le nombre de cas favorables au numérateur. On arrive au dernier exercice. Je vais juste en faire 2. Et après, comme ça, je vous laisserai encore réfléchir. Et je vous laisse à ce moment-là m'envoyer des mails pour me dire si vous avez, si vous pensez avoir trouvé. Tout simplement parce que ça sert à rien que je vous fasse les 6. Voilà. Le truc, c'est que si vous avez compris le système avec 1 ou 2, j'aime bien vous laisser aussi tester un petit peu par vous-même. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas un exercice que je demande à l'examen. Donc si vous avez envie de vous exercer, vous pouvez le faire. Mais je vous demanderai de me contacter par mail si vous voulez avoir, avec évidemment votre solution, si vous voulez que je la corrige. Voilà. Donc on prend 5 cartes dans un jeu de 52. Donc là, de nouveau, je vais, hop, tac, de nouveau, on a toujours la même chose. La proba, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. 5 cartes parmi 52, c'est le nombre de cas possibles. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est une combinaison de 5 parmi 52. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, la combinaison, c'est ce qui revient le plus souvent. Je sais bien, dans l'exercice d'avant, on avait justement un arrangement, mais voilà. Donc, ça nous fait 52 factoriel sur 5 factoriel fois 47 factoriel. Voilà. Ça, c'est grand classique maintenant. Ça, normalement, vous deviez être capable de l'avoir. La suite, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, maintenant, on cherche le nombre de possibilités pour avoir un carré. C'est-à-dire, évidemment, qu'on cherche ici notre nombre de cas favorables. Donc, il faut réfléchir ici en se disant, quelles sont les combinaisons pour que j'ai un carré? Et il faut essayer de réfléchir, pas forcément carte par carte, mais un petit peu. Donc il faut que, pour avoir un carré,
je dois avoir un nombre ou figure évidemment en particulier. Les 4 cartes de ce nombre ou figure et une autre carte aléatoire, ça on s'en fout. Une autre carte aléatoire parmi évidemment les 12 nombres ou figures restants. Voilà, donc pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Parce que comme je vous l'ai dit, il faut écrire en français aussi pour bien comprendre. Ça veut dire que déjà, je dois avoir un nombre ou figure en particulier. Donc, pour avoir un nombre ou figure en particulier, j'ai combien de possibilités de nombres ou de figures dans mon jeu? J'ai 4 As, 4 2, 4 3, 4 4, etc. jusque 4 rois. Il y a donc 13 possibilités. Voilà, donc on a As, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ça fait 10. Valet, Dame, Roi en plus, ça fait 13 au total. Donc j'ai 13 possibilités de choix de ce nombre ou figure en particulier. D'accord? Je dois avoir les 4 cartes de ce nombre. Donc c'est-à-dire que il y en a 4 de disponibles et je dois absolument prendre les 4. Imaginons que parmi ces 13, j'ai choisi le 5. Il y a 4 5 dans le jeu, je dois absolument prendre les 5. Donc ça, c'est quoi? C'est une combinaison. C'est une combinaison de 4 parmi 4. Donc c'est 4 factoriel sur 4 factoriel, 0 factoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je choisis 4 parmi 4. Donc j'ai 13 possibilités de cartes au début, et je dois en prendre 4 parmi ces 4-là. C'est-à-dire que si, par exemple, dans les 13, j'ai pris le 5, je dois absolument prendre les 4 5. Donc je dois sélectionner 4 parmi 4. De nouveau, c'est une combinaison, parce que l'ordre n'a pas d'importance. C'est-à-dire que je prenne le 5 de carreau en premier ou le 5 de cœur, peu importe. Donc je dois en prendre 4 parmi 4 pour avoir mes 4 5. Donc ça, c'est ce qui me permet d'avoir mes 4 cartes. Et attention, il faut penser qu'on a 5 cartes dans le jeu. Donc on a une autre carte aléatoire parmi les 12 restants. Donc pour cette autre carte aléatoire, il me reste combien de possibilités? Il ne m'en reste plus 13, il ne m'en reste plus que 12 justement. Donc fois les 12 possibilités de cartes. Et là par contre j'en prends une parmi les 4 disponibles. Par exemple j'ai mes 4 5 ici comme je vous disais. L'autre carte choisie je prends un 7. Le 7 ça peut être le 7 de cœur ou le 7 de carreau ou le 7 de trèfle ou le 7 de pique. Donc j'en choisis un parmi 4. Voilà, et là de nouveau, j'ai du coup 4 factoriels sur 1 factoriel, 3 factoriels. Voilà, je prends un élément parmi 4. Donc là j'ai mon n qui vaut 4 et mon k qui vaut 1. Ici mon n valait 4 et mon k valait 4. Et voilà la réponse de la proba d'avoir du nombre de possibilités pour avoir un carré. Ce qui fait que évidemment, bah, du coup, la proba finale, il suffit de faire ma fraction comme ceci. Donc j'ai 13 fois ici, hop, 4 factoriel sur 4 factoriel, 0 factoriel, fois 12 fois 4 factoriel sur 1 factoriel, 3 factoriel, le tout divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire une nouvelle fraction, voilà, 52 factoriel sur 5 factoriel, 47 factoriel. Et voilà. Vous allez me dire, que c'est compliqué. Mais de nouveau, c'est compliqué quand on écrit tout d'un coup. Si on décompose, le nombre de cas possibles, je pense que vous n'avez peut-être pas compris. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter. Mais je pense que maintenant, il y a de grandes chances que vous ayez compris. Parce que c'est une combinaison. Donc on en parle déjà depuis le début du cours. Donc voilà. Après ici, je connais que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est simplement que j'ai mis ça au numérateur et j'ai mis ça au dénominateur. Alors même si la formulation vous semble compliquée, ça ne l'est pas tant que ça, c'est juste qu'on met tout ensemble. Alors ici, où j'ai mis un égal, enfin je peux calculer le nombre, ça fait, comme ça au moins vous aurez le nombre de possibilités pour avoir un carré, quand vous choisissez 5 cartes, si jamais vous êtes joueur de poker. Donc 13 fois 1,
fois 12 fois 4, c'est-à-dire 624. Donc il y a 624 possibilités seulement de faire des carrés quand vous prenez 5 cartes. Oui, c'est pas tant que ça, hein. Voilà. Et après, bah, vous devez diviser par ce machin-là. Ça, je vous laisse évidemment calculer par vous-même. Donc, je reprends l'explication pour mon carré. Et je vais de nouveau de façon le faire avec le suivant. Je sais plus c'est quoi le suivant. Vous devez avoir 4 cartes les mêmes de n'importe quel nombre ou figure. Donc, pour mon choix de nombre ou de figure, j'ai 13 possibilités. Que je multiplie par la proba d'avoir 4 cartes les mêmes. C'est-à-dire que je dois en sélectionner 4 parmi 4. Alors, ça fait 1, hein. Si vous avez dit, bah oui, il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir 4 cartes les mêmes, vous aviez bon. C'est juste que là, j'ai tout décomposé en expliquant avec des combinaisons, en espérant que ce soit plus clair comme ça. Vous me dites, bah oui, il n'y a qu'une seule possibilité de prendre les cartes mêmes. Vous avez raison, c'est x 1, ça revient au même. Puis pour la dernière carte, il me reste 12 possibilités de nombre. Et pour chaque nombre, il y a une carte parmi les 4 que je peux choisir. C'est-à-dire que j'ai 4 possibilités pour chacune des 12 autres nombres ou figures restants. Et ça me donne ceci. Écoutez, je fais directement le suivant qui est un full d'abord, plutôt bien un full. Okay. C'est le même genre de raisonnement. Donc là, je vais changer ici. Voilà. Ah non. Voilà. Donc pour avoir un full, je dois avoir 3 cartes les mêmes pour un nombre ou figure, puis 2 cartes les mêmes pour un autre nombre ou figure. Donc même raisonnement. Mon premier nombre ou figure, ben, j'ai 13 possibilités. Ben oui, je peux avoir les 3 cartes les mêmes. Donc un full, c'est composé d'un brelan et d'une paire. Je peux avoir 3 cartes les mêmes pour n'importe laquelle des 13 nombres ou figures. Maintenant, quelle est la proba d'avoir 3 cartes les mêmes ici? Enfin, quel est le nombre de possibilités d'avoir 3 cartes les mêmes? Ben, c'est le même genre de raisonnement. C'est-à-dire que je dois prendre 3 cartes parmi les 4 disponibles. Imaginons que je suis tombé sur le 8. Ah ben le 8, si j'ai 3 8, je peux avoir 8 de cœur, 8 de carreau, 8 de trèfle. Mais je peux aussi avoir 8 de carreau, 8 de trèfle, 8 de pique. Et j'ai toutes les autres possibilités. Donc je dois prendre 3 cartes parmi les 4. C'est-à-dire que c'est encore une combinaison. Donc je prends 3 cartes parmi 4, ça me donne ceci. Voilà. Pour ma paire, maintenant, j'ai 12 possibilités restantes. Oui, puisque là, si j'ai pris le 8, il est pris. Donc il me reste 12 possibilités. Et là, je dois en prendre 2 parmi les 4 disponibles. C'est-à-dire que si mon autre possibilité c'est la dame, par exemple, donc j'ai un full des 8 par les dames, ben je peux avoir dame de cœur, dame de carreau, ou bien dame de carreau, dame de pique, ou bien dame de trèfle, dame de cœur, ou bien etc. Donc je prends 2 parmi 4. Voilà. Et ça me donne donc 4 factoriels sur 2 factoriels, 2 factoriels. Voilà, et ainsi de suite. Et c'est le même genre de raisonnement pour les autres qui, comme je vous le disais, je vous les laisse faire par vous-même. N'hésitez pas à m'envoyer votre solution. Ne m'envoyez pas juste un mail en me disant « Monsieur, j'aimerais bien la solution ». Non, je veux dire, le but c'est quand même que vous essayez, donc montrez-moi au moins ce que vous avez fait, même si c'est pas grand-chose, montrez-moi ce que vous avez essayé de faire, et comme ça, moi j'ai une base pour vous corriger et pour vous aider à mieux comprendre du coup. Comme ça, je vois aussi ce qui ne va pas dans ce que vous avez fait, par exemple, et ça me permet plus facilement de vous aider et de vous aiguiller plutôt que de vous donner bêtement la solution. Voilà pour cet exercice. Encore une fois, j'insiste, cet exercice-ci est beaucoup plus dur. Cet exercice-ci était dur aussi. Je ne vous demanderai pas des exercices aussi compliqués. D'accord? Les autres, ce sont des exercices qui utilisent l'analyse combinatoire qu'on a vu, donc vous devez être capable de les faire. Je sais bien que celui-ci, vous allez peut-être trouver compliqué aussi, mais si vous décomposez avec l'analyse combinatoire, normalement, ça va quand même. Voilà. Bien, donc voilà pour ces exercices. Je vais enchaîner du coup pour compléter par rapport à la vidéo suivante, parce que dans la vidéo suivante, vous avez vu peut-être où je parle des trucs du cours précédent, parce qu'effectivement c'était dans le cas de l'année passée. Donc je vais vous introduire ici les probabilités totales pour être sûr que vous compreniez bien du coup tout ce qui est dit dans la vidéo sur la formule de Bayes.
Donc, pour ces probabilités totales, ben déjà, je vais aller vous montrer un petit peu du coup. Ah ben non, c'est juste, c'était pas spécialement dans le cours. Il n'y a pas de souci. Ok, allons-y. Hop. Voilà. Bon, je vais faire plutôt un copier-coller, c'est mieux. Comme ça, tout est bien. Alors, donc, les probas totales. Donc, si, finalement, je vais quand même commencer avec le cours, parce que comme ça, vous allez voir un petit peu. Donc, dans le cours, voilà. Dans le cours, voilà. Hop, hop. Ouais, j'aurais pu aller le chercher. C'est pas grave. Donc, dans le cours, ici, on avait vu au final, lors de la dernière vidéo, on avait vu jusque là. Je vais aller ici. Voilà, ok. Bien, on avait vu jusque là. Ça, on avait vu cette formule-là. La formule de l'union. Et on avait commencé les probas conditionnels et on avait vu ceci. Voilà. On avait vu cette formule-là. La probabilité de B si A, c'est la probabilité de A inter B sur P2A. Donc, je vais la renoter. Donc on sait qu'on a la probabilité de B si A qui est égale à la probabilité de B inter A, voilà, divisé par P2A. Je vous rappelle que j'avais vu que si les événements A et B étaient indépendants, ça devenait P2A fois P2B sur P2A, et donc ça devenait P2B. C'est logique, hein. Vous dites la probabilité d'un événement B si A se produit, si vous me dites qu'ils sont totalement indépendants l'un de l'autre, ben le fait que A se produise ou pas, ça ne va pas changer P2B. Donc on avait vu ça. Alors, dans la suite du cours, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des manipulations de cette formule. Parce que c'est vrai que ça peut paraître bête, mais c'est intéressant de le dire quand même, c'est que du coup, si j'écris ça comme ça, ben je peux écrire, si j'ai envie d'avoir une autre formule de probabilité de B inter A, voilà, hop. Si je veux avoir une autre formule de P de B inter A, ben c'est tout simplement que ça va être égal à, je multiplie le P de A de l'autre côté, je le fais passer de l'autre côté, c'est-à-dire que je multiplie les deux côtés par P de A, ça va me donner P de B si A fois P de A. Voilà. Donc ça, c'est simplement la même formule ici, hein, la formule de définition d'une proba conditionnelle qu'on avait utilisée, c'est juste que j'ai fait passer le P de A de l'autre côté et ça me donne ceci. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça donne une autre formule de P de B inter A. Et c'est ce qu'on utilise après pour pouvoir calculer justement dans la formule de Bayes et dans les probas totales. Donc c'est intéressant d'avoir ceci. Voilà, et donc ça, c'est ce qui était effectivement dans le cours, ici à la suite. Donc, vous voyez, c'est que voilà, P de A inter B, c'est P de A fois P de B si A, ou bien P de B fois P de A si B. C'est-à-dire que on peut écrire les deux dans n'importe quel sens. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous pouvez également écrire, je vais simplement le recopier, voilà, hop, tac, tac, P de B si A, c'est évidemment P de B inter A, c'est P de A si B, fois du coup P de B cette fois-ci, parce que donc on écrirait dans l'autre sens. Voilà. Bon, une fois qu'on a écrit ceci, qu'est-ce que c'est que les probabilités totales? Donc, les probabilités totales, c'est une grande formule qui permet en fait de connaître la probabilité de quelque chose de particulier quand vous connaissez les probabilités de cet événement, mais à chaque fois de manière conditionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, imaginons que je me demande, je ne sais plus si je l'avais dit dans les exemples du cours précédent, je me demande si je vais sortir avec mon parapluie. Donc je sais que je vais prendre mon parapluie ou pas. Donc j'ai des probas conditionnels à partir de là. Donc, A, l'événement A, c'est prendre mon parapluie. Voilà. Je vais peut-être plutôt faire peut-être l'événement B. Comme ça, on va garder un peu le même fonctionnement. Après, on a l'événement du coup A, qui est il fait beau. Je vais mettre plutôt même A1. Voilà. Et A2, c'est il pleut. Voilà.
Donc vous ne savez pas quelle est la proba de prendre le parapluie, et c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez, bon désolé, je vais encore faire le changement, mais c'est parce que je pense que c'est plus simple pour... Au final, ça change rien, hein. Donc si vous avez utilisé cette... vous continuez, c'est pas grave. C'est juste que je pense que ça respecte un mieux la suite du coup. Enfin, au niveau des lettres utilisées. Donc, vous connaissez que... Donc, vous savez que je vais prendre mon parapluie s'il pleut à 80%. Et vous savez aussi que je ne prends jamais mon parapluie s'il fait beau. Donc, voilà, pour l'instant, vous savez des trucs comme ça. Maintenant, si je vous demande, quelle est la proba de prendre mon parapluie? La proba de prendre mon parapluie, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire, comment je vais faire pour prendre mon parapluie, pour savoir comment je prends mon parapluie, sachant qu'à chaque fois, ce que je connais sur mon parapluie, c'est seulement s'il y a des conditions. C'est-à-dire, je sais la proba de prendre mon parapluie s'il pleut. Je sais la proba de prendre mon parapluie s'il fait beau. Mais je ne sais pas la proba générale de prendre mon parapluie. Et donc, c'est là qu'interviennent vraiment le phénomène des probabilités totales. D'accord? C'est-à-dire que on a ça qui intervient, c'est-à-dire qu'on a cette formule, c'est-à-dire qu'on a le P de A général qui va être égal à la probabilité de A si B1 fois P de B1 plus la probabilité de A si B2 fois P de B2. Voilà. Et ces éléments-là, B1 et B2, doivent former ce qui s'appelle une partition. Donc ça, je l'explique également dans la vidéo suivante que vous allez voir, ce qu'est une partition. En gros, une partition, c'est quoi? C'est un ensemble d'événements qui n'ont rien en commun entre eux, et que quand on les réunit, on retrouve une proba totale de 1, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les événements possibles. En l'occurrence ici, vous allez me dire, ah monsieur, entre il fait beau et il pleut, il y a peut-être il neige. Il neige, c'est pas vraiment de la pluie et c'est pas fait beau. Donc du coup, je vais changer, hein, je vais plutôt mettre il ne pleut pas. Voilà. Comme ça au moins, là, c'est sûr que il n'y a pas de discussion. Donc il n'y a rien en commun entre ces deux événements, et quand on les réunit, on a toutes les probas. Ouais, puisque soit il pleut pas, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc c'est ça une partition. Donc là, je vous l'explique en simple, il est encore plus détaillé dans la vidéo suivante, avec des ensembles et tout ça. C'est un concept que c'est un concept, c'est mieux de le comprendre si vous voulez comprendre le système. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, au final, après, quand vous ferez des exercices, il vous suffit de trouver la partition. Et si vous trouvez la partition, au final, c'est fini, vous avez tout, quasi. C'est pas tout, hein. Il y a quand même de la réflexion et du calcul à faire derrière, mais en gros, c'est vraiment la partie la plus compliquée, c'est de trouver la partition. Donc la partition, c'est quoi? Je réexplique une fois. C'est que vous avez l'ensemble de tous ces événements qui forment la partition, qui refait toutes les probas, qui refait la totalité des possibilités, et il n'y a rien de commun entre ces ensembles. Donc en gros, soit il pleut, soit il ne pleut pas. Après, on fera un exercice en exemple, et vous allez voir ce que ça donne. Donc la proba de prendre mon parapluie, ici, dans ce cas-ci, ah oui, une précision quand même, on n'est pas obligé d'en avoir que deux. On peut avoir trois éléments qui forment une partition. Par exemple, oui, ben, je vais dire soit je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Voilà, imaginons qu'à midi, je vous dis, je mange quelque chose, non, voilà, je mange un fruit tous les jours à 4 heures. Soit je mange une poire, soit je mange une pomme, soit je mange une pêche. Voilà. Et bien donc, vous avez vos trois éléments. B1, je mange une pêche. B2, je mange une poire. B3, je mange une pomme. Et vous savez qu'il n'y a rien de commun entre les trois. Oui, je ne peux pas manger une pêche et une pomme en même temps. Et vous savez que le total des trois refait toutes les probas. Je vous ai dit que tout le temps à 4 heures, je mangeais un fruit. Un de ces trois-là, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc là, vous auriez trois possibilités. Et vous pouvez en avoir 4, 5, 6. C'est pas ça qui est important dans une partition. Ce qui est important, c'est que quand vous regroupez tous les ensembles, vous retrouvez toutes les possibilités et qu'il n'y a rien de commun entre eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, ici, il pleut ou il fait beau, et là, il ne pleut pas ou il fait mauvais. Je veux dire, là, vous avez des trucs qui sont communs entre les deux, donc ça ne va pas. Il faut absolument qu'il n'y ait rien de commun. Et à ce moment-là, la proba de prendre mon parapluie, c'est ce qui revient à faire ce qu'on appelle une probabilité
pondéré, en fait. Et donc ici, ben, ça revient à faire quoi? On suppose que la proba qu'il pleuve, on suppose que c'est du 50-50, voilà, 0,5, voilà, et la proba de B2 égale 0,5 également, donc on suppose que c'est du 50-50. Du coup, ça revient à faire P2A si B1, et là, il faut savoir ce que c'est P2A si B1, donc si je traduis en français, c'est la probabilité que je prenne mon parapluie, P2A, si il ne pleut pas. Donc la probabilité que je prenne mon parapluie s'il ne pleut pas, mais c'est je ne le prends jamais. Donc c'est 0 fois 0,5. Donc ici, hein, c'est P2A si B1. Et ici, c'est P2A si B2. Fois 0,5, donc la probabilité de B1, plus la probabilité que je prenne mon parapluie s'il pleut, 0,5, fois, du coup, la probabilité qu'il pleuve, et donc là, pardon, fois plus la probabilité que je prenne mon parapluie s'il pleut, c'est 0,8, hein, c'est 80%, fois la probabilité qu'il pleuve, c'est-à-dire fois 0,5, et voilà, et donc on obtient un total de 0,4 au final. Voilà. Donc, vous voyez que ici, ça nous donne notre P2A, la proba, on va dire générale, que je prenne mon parapluie, à partir de proba conditionnelle. Et donc, c'est ça les probas totales. D'accord? C'est le fait de parvenir, à partir de d'événements à chaque fois conditionnels, à retrouver un événement vraiment général. Et on utilise ça après pour la formule de Bayes, mais ça, c'est expliqué dans la vidéo suivante. Donc là, je vais terminer juste ici en vous faisant un exemple de proba totale. Hein. Voilà. Donc là, je vous ai mis aussi une formule particulière. Dans le cours, vous avez la formule écrite correctement mathématiquement, c'est-à-dire avec la somme ici. Vous voyez, c'est la... Oula, je vais y arriver. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il déconne? Voilà. Donc vous avez ici la formule écrite avec une somme. Donc c'est juste pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir plein de BI différents. Et donc du coup, ben, vous pouvez écrire ça en langage mathématique sous forme d'une somme. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose que je ne vous oblige pas à retenir. Le cours, encore une fois, c'est une base pour vous aider, mais je ne vous demande pas de retenir une formule mathématique. Moi, si vous retenez aucune formule mathématique, que vous ne comprenez pas cette formule-là, mais que vous comprenez tout ce que je vous explique en termes de fonctionnement, en termes de logique et tout, moi, je suis le plus heureux. Voilà. Donc, ce que je veux vraiment, c'est que vous arriviez à comprendre les choses. Cette base mathématique, elle peut être intéressante pour certains, mais si vous n'aimez pas ça, parce que vous trouvez ça trop compliqué, les langages mathématiques et tout, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, vous pouvez simplement comprendre ce que je vous explique. Ok, donc je vais prendre le syllabus ici, qui encore une fois est juste vraiment là pour être, il est juste là pour les exercices. Voilà, exercice. Ok, très bien. Voilà. Et donc ici, je vais faire l'exercice 1.14, pas cet exercice-là, mais avec vous, mais le côté proba total. Donc ici, on a, selon les statistiques du ministère de l'Emploi et du Travail, 40% des travailleurs ont terminé leurs études secondaires, 50% n'ont fait que leurs études primaires et 10% seulement possèdent un diplôme universitaire. Parmi ceux qui n'ont fait que leurs études primaires, il y en a 10% au chômage. Parmi ceux qui ont terminé leurs études secondaires, 5% sont au chômage et parmi les universitaires, seulement 2% chôment. Donc si un travailleur est choisi au hasard et qu'on sait qu'il est au chômage, quelle est la probabilité qu'il ait un diplôme universitaire? Je ne vais pas répondre à cette question-là. Je dis juste que là, on dit si un travailleur est choisi au hasard et qu'on sait qu'il est au chômage. Et plutôt que de dire qu'on sait qu'il est au chômage, je vais dire on prend un travailleur au hasard et on va chercher la proba qu'une personne au hasard soit au chômage. Et c'est ça, les probas totales. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des probas conditionnels à chaque fois du chômage. Vous savez que s'il a fait les études primaires, il y a autant de chances qu'il soit au chômage, etc. Mais vous ne savez pas la proba que quand on prend quelqu'un au hasard, il soit au chômage. Et c'est ça qui nous intéresse dans les probas totales. C'est vraiment ça. Donc, on va réfléchir à ce problème-là. Donc, vous savez que vous avez 10% qui sont au chômage, ici. Donc, déjà, première chose, comme je vous disais, faisons les choses par ordre, l'importance de la fameuse partition. Donc, la partition,
Et donc c'est quoi? C'est événements avec rien de commun, et quand on les regroupe, on a toutes les possibilités. D'accord? Et dans ce cas-ci, et je précise évidemment toutes les possibilités, donc c'est 100%. Donc ici, on sait que on a des gens, on a des travailleurs, et on donne des pourcentages sur ceux qui ont fait leurs études secondaires, 50 ceux primaires et ceux qui ont un diplôme universitaire. Ou supérieur, hein, là ils mettent universitaire, mais c'est supérieur. Donc, ça veut dire que ici, soit les gens ont fini leurs études secondaires, soit ils n'ont fini qu'en primaire, soit ils ont un diplôme supérieur. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regroupe tout ça, on retrouve bien 100%. Et qu'est-ce qui peut vous aider? Ben, d'additionner les probas, justement. 40%, plus 50%, plus 10%, on retrouve bien 100%. Donc, ça doit faire tilt dans vos têtes. Ah, c'est peut-être une partition. Pour vérifier, on peut dire, est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Ben, non, c'est le 10% qui était là, pardon. Si on a un diplôme universitaire, on peut pas dire qu'on a terminé que nos études secondaires. Idem, si on a fait que les études primaires, on peut pas dire qu'on a été en secondaire. Enfin, on a été en secondaire, mais on les a peut-être pas finis. Donc, ça veut dire qu'on n'a bien rien en commun entre ces ensembles, et le total fait 100%. Donc on a notre partition. Donc quand c'est comme ça, écrivez directement votre partition. B1 c'est primaire, B2 c'est secondaire, et B3 c'est supérieur. Et après, vous pouvez également écrire les probas, bien entendu. Donc c'est-à-dire P de B1, donc la proba d'avoir fini, d'avoir arrêté en primaire, c'est 50%. Donc c'est 0,5. P de B2, c'est 0,4. Et P de B3, c'est 0,1. Voilà. Et donc vous avez le total, comme je vous dis, qui fait bien 1, qui fait bien 100%. Ok. Maintenant, de quoi on a besoin? Si vous regardez la formule, j'ai déjà le P de B1, le P de B2, le P de B3, dans ce cas-ci, puisqu'il y en a 3. Il me manque les probas conditionnels. P de A si B1, P de B2, etc. Donc c'est quoi le A déjà? Mais le A, c'est souvent l'événement particulier qui vous intéresse. Donc le A, dans ce cas-ci, c'est ma question. C'est ça, c'est être au chômage. Donc maintenant, je vais chercher P de A si B1. Je vais chercher P de A si B2 et P de A si B3. Donc quelle est la probabilité d'être au chômage si on a fini en primaire? Et bien, tout ça, c'est donné. Parmi ceux qui n'ont fait que leurs études primaires, 10% sont au chômage. Donc la proba d'être au chômage si on a fini que primaire, c'est 10%. 0,1. P de A si B2 maintenant. Donc, si on a fini secondaire, la proba d'être au chômage, c'est 5%. Et on voit 2% pour les universitaires, donc 0,05. Et enfin, P de A si B3, du coup, on l'a dit 2%, donc 0,02. Je l'écris en décimale, si vous l'écrivez en pourcent, c'est évidemment très bien aussi. Et il me reste plus qu'à écrire ma formule finale. Donc P de A égale, je vais juste la copier-coller hein, pour le début, voilà, tac, 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 tac. Ok, j'ai un égal en trop. Voilà, sauf que là, comme on a un élément en plus, je vais le rajouter. P2, P2A si P3 fois P de B3. Et donc là, je n'ai plus qu'à remplacer. Donc vous voyez l'importance dans ces exercices de bien écrire toutes les choses. J'ai écrit ma partition, j'ai écrit les probas, j'ai écrit les trucs conditionnels, et puis j'applique ma formule. Et vous verrez que pour Base, c'est la même chose. Si vous faites ça correctement, vous saurez également résoudre les problèmes avec la formule de Base. Voilà. Donc je remplace. Hein. Donc c'est 0,1 fois 0,5 plus 0,05 fois 0,4 plus 0,02 fois 0,1. Et ça me donne, après calcul, 0,1 fois 0,5 plus 0,05 fois 0,4 plus 0,02 fois 0,1, ça donne 0,072. Et voilà, et on a utilisé les probas totales. Donc voilà, je vais m'arrêter là maintenant. Encore une fois, désolé pour
le fait que vous ayez cette vidéo en retard, mais je sais pas ce qu'il y a eu, YouTube ne voulait absolument pas que j'obtienne cette vidéo. Enfin que je upload cette vidéo, donc il m'a dit qu'il y avait un problème dans le fichier, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû... Enfin, j'ai essayé même de cut des parties de vidéo, enfin des bouts de vidéo pour voir si ça changeait ma vidéo. Ça n'a pas marché, donc j'ai dit tant pis, je vais devoir la retourner ce vendredi matin. Et c'est pour ça que vous ne l'avez que maintenant, j'en suis désolé. Je termine donc en disant que, voilà, comme normalement vous aurez regardé la théorie sur Base, etc., et que vous aurez eu déjà des exercices sur Base, la semaine prochaine, je fais une séance où on n'avancera pas, entre guillemets, on ne fera pas de nouvelles matières. Je répondrai à toutes vos questions sur Base, et puis après, je vous laisserai juste regarder les 2 derniers exercices, enfin, essayer de les faire de nouveau, et regarder les 2 derniers exercices. Mais donc, on se voit sur Teams à 9h20, je crois, la semaine prochaine. Je répondrai à toutes vos questions pour être sûr que la matière jusque-là soit bien ancrée. Parce que donc, après, on commencera du coup la deuxième partie de la matière sur les assurances en cas de vie, en cas de décès. Voilà. Ben là-dessus, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis du coup à jeudi prochain. Au revoir.